La Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Il entra dans ma vie en février 1932 pour n'en jamais sortir. Plus d'un quart de siècle a passé depuis lors. Plus de 9000 journées fastidieuses et décousues, que le sentiment de l'effort ou du travail sans espérance contribuait à rendre vides des années et des jours, nombre d'entre eux aussi morts que les feuilles desséchées d'un arbre mort. Je puis me rappeler le jour et l'heure où, pour la première fois, mon regard se posa sur ce garçon qui allait devenir la source de mon plus grand bonheur et de mon plus grand désespoir. C'était 2 jours après mon 16e anniversaire, à 3h de l'après-midi. Ce sont ces mots écrits par Fred Ullman dans son roman « L'ami retrouvé » que j'ai entendu en février 1989 dans le théâtre de Chaoué à Allonne, près du Mans, dans la Sarthe. Ces mots étaient prononcés par notre invité, le comédien Pierre Sarzac. Une toute jeune comédienne, Nadia van der Heyden, l'accompagnait dans cette adaptation si sensible et si réussie. Elle est décédée le 11 avril 2025 à Paris à l'âge de 58 ans. Elle avait travaillé avec Didier Georges Gabilly, avec la troupe du Radeau, que dirigea François Tanguy, ou bien aussi avec Jean-François Sivadier. Ce podcast lui est dédié. Ah, que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous souhaite la bienvenue en vous accueillant avec Franz Schubert. Der Mai war mir
Alors attends, je règle là, c'est bon, ok. Alors, on se retrouve, on est mercredi matin, on est au Mans, c'est le marché. Et puis j'ai énormément de chance puisque je me trouve avec Pierre Sarzac, qui était mon professeur de théâtre quand tout a commencé pour moi, parce que j'étais un jeune étudiant, j'avais quoi, 16-17 ans, et puis j'étais surtout, je venais d'une famille sans culture, où il y avait la culture, c'était Télé 7 jours. Ça peut arriver, et c'est pas grave en soi. En tout cas, je savais pas qu'il y avait un autre monde qui existait. Et puis un jour, j'allais régulièrement, comme on est au Mans, dans le Vieux-Mans, il y avait une radio qui était dans le Vieux-Mans, qui Radio Alpa, qui existe toujours d'ailleurs. Qui existe toujours. Voilà, il fallait monter des petites marches là, pour arriver au deuxième étage. Dans une tour, voilà. Et en descendant un soir de cette tour, il y avait des affiches. Et il y avait notamment une affiche pour un spectacle qui s'appelait L'ami retrouvé. Ouais. Et moi qui connaissais rien au théâtre, ma mère m'en avait acheté le livre bizarrement, parce que c'était un peu, pour faire vite, on en parlera plus longuement tout à l'heure, mais pour faire vite, c'est un peu comme le sac de billes. Une période comme ça, en tout cas entre un Allemand et un Français, enfin bon, c'est une période en tout cas, voilà, qui a enfin pas tout à fait, mais enfin il y a quelque chose, cette histoire historique, ce moment historique en tout cas pendant la période d'Adolf Hitler, en tout cas voilà, le nazisme, voilà, et les persécutions. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un destin, certainement, parce que j'ai pris ma mobilette quelques jours plus tard en pleine nuit. Je sais plus si c'était je crois que c'était au mois de février. C'est possible, 89. Oui, c'est en 89, la date de la création de ce spectacle. Et j'ai pris ma mobilette et j'ai, en plein hiver, là, et j'ai été au théâtre de Chaoué à Alonne. Ouais. Et pour moi, ça a été la révélation, quoi. Oui, parce que j'étais premières histoires d'amour. Je découvrais tout, le cinéma. Quelques mois après, j'allais découvrir l'importance d'Aimé Zulawski. Il y avait tout un monde qui allait s'ouvrir à moi, et surtout cette pièce, quoi, que j'ai été voir 3 fois. 3 fois de suite. Bravo. Je crois, mais je crois que j'aurais été même le voir. Ouais. On nous apporte nos boissons, voilà, en direct. Comment vous appelez-vous ? Maxime. C'est Maxime qui nous apporte nos boissons. On est près de la fontaine, là, tout près de la cathédrale. Merci. C'est magnifique. Voilà. Et donc, du coup, ça a été un choc déterminant pour moi, parce que d'abord, je n'y connaissais. J'avais été au théâtre forcément à l'école, mais je n'y connaissais absolument rien. C'est une période en plus qui commençait à beaucoup me titiller. Voilà, donc c'était aussi historiquement extrêmement important. Et puis surtout, c'était découvrir dans une pénombre, parce que j'avais envie de commencer par ça en fait, pour dire en fait la première fois qu'on s'est vu c'est dans une pénombre en fait. En tout cas moi j'étais dans la pénombre, mais toi t'étais dans la lumière. Et puis surtout c'était un duo, ce spectacle. Mais on va y revenir tout à l'heure. Moi j'aimerais savoir déjà d'où viens-tu, quoi. De quelle région géographique ? Moi, je viens de la Sarthe. Tes parents aussi ? Mes parents étaient instituteurs dans un petit village de... C'était comment leur prénom ? Claude et Pierrat. Et ils étaient instituteurs à Saint-Ouen-en-Champagne, dans un petit village de 350 habitants, où il y avait 2 classes. Mon père faisait les grands et ma maman les petits. Et voilà. Et donc j'ai été élevé dans ce village, vraiment à la campagne. Et puis lycée, collège d'abord, à Loé, lycée à Sablé. Ouais, et on va un peu vite, parce que qu'est-ce que c'était à la maison ? Est-ce qu'il y avait une pensée, t'es instituteur à cette époque-là, est-ce qu'il y avait une pensée politique ? Ton nom Sarzac, ça vient d'où Alors ça viendrait d'après un cousin qui a fait des recherches de Pologne, curieusement, ça a une consonance un peu sud-ouest, mais non, ça serait un soldat, un Polonais qui serait revenu en France à s'installer avec les armées napoléoniennes. Bon, voilà, j'en sais pas plus. Romanesque. Mais ma famille paternelle est plutôt originaire de l'Est de la France, des Ardennes, Sedan, Charleville. Ma grand-mère s'appelait Verlaine. Et il y a un lien de parenté avec le poète, qui était de Charleville aussi, je crois, des Ardennes en tout cas. Et ma mère, donc mon père a été élevé en région parisienne et il a rencontré ma mère dans la Sarthe. Ma mère a été élevée dans la Sarthe, mais avec un papa immigré italien. Donc j'ai un quart d'italien.
Et ma grand-mère était sartoise. Bon, mes parents se sont rencontrés ici. Ils sont devenus instituteurs tous les deux et ils ont enseigné dans le département en tant qu'instituteurs d'abord et puis ensuite ils ont évolué dans leur carrière. Ils sont devenus professeurs de collège en passant par l'enseignement agricole en fait pour le ministère de l'Agriculture, les lycées agricoles, choses comme ça. Et puis voilà, donc moi j'ai été élevé à la campagne. C'était important parce que j'ai passé mon enfance à jouer dans les fermes, à faire du vélo avec les copains, extrêmement libre. Et mes parents politiquement étaient des instituteurs typiques de cette époque-là et avec un côté même Troisième République extrêmement militant pour l'éducation populaire, les colonies de vacances, les activités sportives, etc. Donc de gauche. Et comment dire, j'ai été très très influencé par tout ce parcours. Est-ce que ça chantait? Est-ce qu'on lisait des histoires quand tu étais enfant? Ouais. Tu as une mémoire de ça? Mes parents chantaient énormément. C'était assez drôle parce que... Ils jouaient d'un instrument? Non, ni l'un ni l'autre. Mais c'était culture chanson populaire en fait. Ils chantaient, mon père chantait des chansons de comiques troupiers par exemple. Et ma mère chantait beaucoup Brassens, Ferrat, et puis aussi des chansons du début du 20e parisiennes, Fréhel. Bruant, Fréhel, des choses comme ça, ouais. Et j'ai été baigné là-dedans et d'ailleurs à un moment de ma carrière, j'ai chanté moi-même ce répertoire-là, entre autres, pas que, mais et je le fais plus maintenant, mais j'ai toute une période qui a duré une vingtaine d'années où je faisais des spectacles de chansons. La Rose et le Marin? Le Marin et la Rose. Le Marin et la Rose. Le Marin et la Rose, c'est une chanson de Colette Renard magnifique. Voilà, il raconte la rencontre entre un marin et une rose qui ont chacun un destin, chacun à un bout du monde, mais est-ce qu'un jour ils vont se rencontrer? Enfin voilà. Et j'ai fait un spectacle, on était 4, 2 musiciens et puis un collègue chanteur lyrique avec un répertoire chansons réalistes et airs lyriques. Alors comment on en vient, parce qu'après donc il y a la vie familiale, mais donc dans un premier temps, ce côté, donc on voit qu'il y a un milieu culturel, on allait voir des expositions, on allait peut-être pas trop au cinéma à l'époque, quoi. Pas trop, on n'allait pas trop au théâtre, on lisait beaucoup, on n'allait pas... Non, on sortait pas tant. Mes parents allaient au théâtre, oui. Moi j'y suis allé quand je suis devenu étudiant en fait. Mais beaucoup de lectures, beaucoup de musique à la maison. Des disques, des vinyles à l'époque et ma mère était prof de lettres à un moment de sa carrière, elle est devenue prof de lettres et on lisait beaucoup. Alors ton propre parcours à toi, donc du coup tu vas quitter ce village, enfin ce petit, je sais pas comment on dit, ce village. Non, un village, il y avait un café quand même, une épicerie. Et donc du coup les études qui vont t'emmener, est-ce que tout à l'heure tu me disais hors micro que tu as fait des études commerciales? Ouais, j'ai fait une école de commerce, ouais. D'accord, donc tu quittes le lycée et tu vas directement, c'est ça? Ouais, j'ai quitté le lycée, je fais mes études secondaires à Sablé et j'ai eu le bac assez brillamment. J'étais un bon élève en fait. Et j'ai toujours aimé l'école. Ça m'a jamais. Je suis pas un rebelle du tout de ce point de vue-là. Et comme j'étais bon élève, je suis rentré dans une classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris. Et donc en prépa HEC, à la suite de quoi je suis rentré à l'ESCP, l'école supérieure de commerce de Paris. Donc des écoles dites de commerce, qui sont plutôt des écoles qui préparent à la gestion des entreprises en fait. Et plus qu'à la vente ou on peut travailler dans la distribution, mais ça ouvre la porte à plein de choses en fait. On apprend, la prépa est très généraliste et l'école après très orientée sur la gestion effectivement, mais quand même ça donne des ouvertures sur plein de choses, quoi.
Mais alors comment on en J'ai vient commencé à faire du théâtre là, voilà, à l'école. comment on en vient à vriller, c'est-à-dire comment même découvrir aussi Paris, je veux dire avec toutes les possibilités qu'il y a, ces formes d'art justement qu'il y a autour de toi, mais encore une fois il faut avoir un intérêt, il faut soit avoir des compagnons qui t'accompagnent pour alors découvrir des mondes. quand j'étais au lycée Henri IV, j'ai vraiment profité de Paris. D'ailleurs la première année j'ai rien fait, j'ai redoublé. Et j'ai découvert Paris, ce qui n'était pas inutile non plus, j'avais 17 ans, c'était génial. Et j'ai vraiment découvert Paris, la vie en général, on va dire. Et je sortais beaucoup avec des amis qui étaient internes, pensionnaires aussi au lycée avec moi. Et on allait au Cinoche et au théâtre. Et on n'avait pas beaucoup de fric, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on arrivait à se débrouiller. Et c'est là que j'ai commencé par le cinéma d'abord, la culture de spectacle, on va dire, et puis un peu le théâtre. Et après ma prépa, je suis donc rentré à l'ESCP, et là, hasard des choses, la première semaine des cours, en première année, il y avait une grève des étudiants, ce qui n'était jamais arrivé dans cette école. Et j'ai rencontré sur les marches de l'école les gens qui s'occupaient de la troupe amateur, de la troupe de théâtre de l'école, qui était d'un bon niveau. Et ils cherchaient 2 ou 3 jeunes comédiens pour compléter leur distribution du spectacle. Et donc j'ai commencé là. Et avec un ami notamment, avec 2 ou 3 amis, mais dont un qui restait très proche, que je vois toujours, et qui a aussi travaillé dans le théâtre après d'ailleurs. Et on a intégré cette troupe et on l'a prise en charge après au fil des ans. Ça a duré 3 ans. Parallèlement à ça, j'étais resté très ami avec des gens du Mans qui ont créé une troupe professionnelle. Enfin, pas tout de suite, mais... il y avait qui dans cette équipe-là ici au Mans, il y avait Jacques Gouin, que tu connais, qui était... une vieille histoire, alors. Ouais. Et c'est là que... Enfin, lui, je l'avais rencontré au lycée. Il était de la même région que moi, de sud-ouest de la Sarthe, la région de Sablé. Et donc, je connaissais ces gens-là. Et en sortant de l'école, j'ai bossé avec eux au moment où ils se sont professionnalisés. Donc moi j'ai travaillé bien sagement 2 ans au Mutuel du Mans. Bon, j'étais pas fait pour ça, vraiment, ça m'intéressait pas plus que ça. Et le théâtre a pris de plus en plus de place. J'ai consacré tout mon temps, mes soirées, mon week-end. Et avec les amis du théâtre de l'Enfumeray, c'est ce qui est devenu le théâtre de l'Enfumeray installé à Allonne, ici près du Mans. J'ai lâché mon boulot et je suis parti dans l'aventure avec eux, quoi. En ayant dans cette troupe, il y avait une politique de formation, pas d'auto-formation, mais on organisait des stages, on allait suivre des stages avec des personnalités du théâtre, des gens proches de Peter Brook, plutôt dans cette veine de théâtre-là. Avec Ludwig Flaschen qui était un des compagnons de... Ah zut, ça y est. Bon, c'est pas grave. Des gens comme Ludwig Flaschen, Nika Kosenkova, une metteur en scène russe qui est venue travailler avec nous, et on est allé travailler à Moscou. Enfin voilà, j'ai rencontré plein de gens à ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu au théâtre. Cette chose de regarder des spectacles, mais... être sur scène, qu'est-ce que ça a été ces sensations, ces émotions, et puis d'avoir des textes que tu avais tant lus, les dire devant les autres, et est-ce que c'était facile d'assumer, de se montrer soi ? Ouais, j'ai aimé ça par le théâtre. Moi je suis pas du tout quelqu'un qui est ni exubérant, ni... je suis pas très très expansif, je vais pas vers les gens aussi facilement que ça. Ça va, hein, mais c'est pas c'est pas ce qui me caractérise le plus, on va dire. Donc sûrement que le théâtre était aussi une manière de sortir des trucs, d'exprimer des choses, de dire des choses. Avec l'Enfumeray, on était installé à Allonne, qui était une ville communiste à l'époque, qui est toujours d'ailleurs, et avec une vraie volonté d'un maire qui était assez formidable de développer. Il s'appelait comment ce maire ? Il s'appelait Yvon Luby, qui était maire et conseiller général, et le maire actuel, Gilles Le Proust, est quelqu'un qui est dans la ligne de ce qu'avait fait cet homme,
qui a vraiment développé la culture à Alonne. D'ailleurs, est-ce que tu peux dire, parce que moi aussi, hein, je connaissais pas ce théâtre-là, j'allais souvent à Alonne parce que je jouais au tennis avec mon père à Alonne, Ouais. mais moi quand je suis avec ma mobilette à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas tout ça, il a fallu que j'aille à tâtons en pleine nuit là. Ah ouais, c'était pas facile à trouver. Il fallait le trouver, enfin on le trouvait, non mais je veux dire, où Pierre est-il dans cette ville, pour expliquer aussi aux auditeurs où on a la chance d'une création d'un beau théâtre en plus, hein. Ouais, on était à l'origine, au début ce théâtre de l'Enfumeray qui avait vraiment envie de s'installer dans cette ville-là, c'est-à-dire avec l'idée extrêmement généreuse, noble et peut-être un peu utopique, quoique, d'aller à la rencontre des publics qui vont pas au théâtre en fait, hein. Donc une cité dortoir un peu, enfin j'aime pas beaucoup ce mot-là parce que les gens ils vivent là, il y a une vraie vie dans cette ville. Mais une ville qui a été créée pour les ouvriers de chez Renault. Voilà, en fait. c'est ça, oui. C'est Dans les années 60, quand l'usine Renault s'est développée au Mans, c'est donc une cité avec des grandes barres d'immeubles, des gens qui habitent là, où il y a eu beaucoup d'immigration, etc. Bon, une ville comme il y en a plein d'autres, hein, mais moi que j'aime beaucoup, qui est extrêmement vivante, toujours. Et donc on s'est installé là, on a travaillé là avec les gens, avec le centre social, avec les associations, avec la ville, avec le service culturel de la ville. Et on nous a mis à disposition une grange qui a été retapée, équipée, et qui est devenue le théâtre de Chaoué, où il y a eu des travaux il y a 7 ou 8 ans. Donc le maire actuel continue, et où il y a toujours une compagnie qui est installée là. Vous, le début de la grange, c'est quelle année ça ? 1983, je dirais. Ouais, 3, 4, 83. Les années longues. Ah bah c'était en plein dedans, mais c'est pour ça que c'était possible aussi, hein. Les jeunes qui débutent le théâtre aujourd'hui, ils en bavent un peu plus, enfin c'est d'autres manières de faire. Mais à l'époque, on avait, avec un minimum de formation quand même, parce qu'on ne fait pas du théâtre comme ça, il faut travailler quand même, beaucoup. Mais avec de l'enthousiasme, beaucoup de travail, on arrivait à faire son trou, quand même, ce qui a été le cas à Alonne, mais pas tout seul, avec les assos de la ville, avec la mairie qui a soutenu, et puis après le département, et puis après les institutions voilà. Mais ça prend des années, hein. Ça a pris 20 ans. Le premier spectacle qui a été monté à la Grange, enfin au théâtre de l'Enfumeray. D'ailleurs, pourquoi le théâtre de l'Enfumeray, ce nom ? Parce que les premières répétitions d'un des premiers spectacles qui avait été créé par cette compagnie a été répété dans une petite maison dans les bois, dans la forêt de Bercé, qui s'appelait l'Enfumeray, voilà, qui était la propriété du grand-père d'un des comédiens de l'époque, Monsieur Chaperon. Et du coup, la troupe a gardé le nom, le théâtre de l'Enfumeray, comme un hommage à ses racines. Où il y avait eu des moments importants de la compagnie à ce moment-là, quoi. Donc voilà, l'Enfumeray à Alonne, c'était une chouette aventure. Donc l'un des premiers spectacles dans lequel tu as participé, toi, est-ce que tu te souviens ? Moi, le premier, j'ai pas participé au tout premier, qui était en fait, la troupe, elle est née d'un collectif qui s'était créé autour d'Ariane Mouchkine à Paris, l'Aïda, qui défendait les artistes emprisonnés, notamment à l'époque Václav Havel, et Václav Havel qui était emprisonné en Tchécoslovaquie. Et il y a eu un spectacle qui s'appelait Procès à Prague, qui à partir des minutes de procès de Václav Havel, et j'ai mangé le nom de... Bon, ça c'est l'âge, on perd un peu la mémoire des noms notamment. Mais c'était comme une sacrée aventure, parce que mine de rien, vous vous installiez quelque part, c'est pas du Feydeau, c'est pas du Racine, c'est pas du Molière. Du Feydeau, non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire tout de suite, je veux dire, on est quand même quelque part. C'était un engagement militant, en fait, très clairement, de s'installer à Alonne, de et créer le public, un spectacle sur les artistes. Et le public, petit à petit, est venu. Alors, pas forcément. On a fait un gros boulot là-dessus, c'est-à-dire qu'on vivait là. On était là toute la journée, voire le soir, voire le week-end, et tout le temps, et on faisait plein de trucs. Ce qu'on appelle, de manière un peu courte et péjorative, pas péjorative, mais un peu, pas suffisamment profonde à mon sens, l'action culturelle, c'est-à-dire
de travailler avec les gens, de faire des collectages de paroles, en faisant des spectacles à partir de ça. On a monté un festival de contes là-bas. On avait plusieurs cordes à notre arc au théâtre de l'Enfumeray. Il y avait essentiellement le théâtre, mais aussi le conte, un peu de musique et tout ça. Enfin bon, voilà. Parce qu'à cette même époque, sur Le Mans, il y avait le théâtre du Radeau qui prenait aussi un essor phénoménal. Enfin, en tout cas, depuis le début des années 80, on sait ce qu'est devenu le théâtre du Radeau. Donc, effectivement, notoriété internationale et tout. Ils ont toujours travaillé au Mans, ceci dit. Ouais, on était un peu en parallèle. Et dans les années 80, au début, les années longues, il y a plein avec une spécificité au Mans et dans les environs du Mans, où beaucoup de compagnies se sont créées dans les années 80 et dans les années suivantes, qui ont qui se sont installés dans des lieux, dans des théâtres de toute taille. Et on a eu le théâtre de l'éphémère, là, qu'on voit là-bas, qui malheureusement n'est plus un théâtre maintenant, mais qui ont été là 30 ans, une compagnie dans un théâtre, quoi. Alors il y avait le théâtre municipal, mais tous les autres lieux de la ville et de la périphérie étaient dirigés par des artistes, en fait, des créateurs. On va avancer un petit peu dans le temps, on va revenir au point de départ quand on a commencé à parler ensemble, c'est-à-dire moi, ma Madeleine de Proust, puisque il faut que je retrouve, mais normalement j'ai la cassette, j'ai enregistré moi aussi, je te racontais l'histoire du dernier concert de Barbara qui a été enregistré sur magnétophone, et j'ai moi aussi mon petit magnétophone, je l'ai quelque part, il faut que je le transforme en MP3 absolument, donc de l'ami retrouvé. Comment on tombe sur un tel texte ? C'est une vieille histoire, ce texte, ou qui te le donne ? Comment c'est en lisant Le Monde ? C'est lié à une rencontre avec une jeune comédienne. À l'époque, elle devait avoir 19 ans, qui s'appelait, parce que malheureusement elle est décédée il y a très peu de temps, enfin il y a un an, qui s'appelait Nadia van der Heyden, et qui était une élève d'un grand artiste, écrivain, auteur et metteur en scène, qui s'appelle Didier Georges Gabelli, qui a vécu au Mans quelques années et avec qui moi j'ai été formé par lui, outre ma formation à l'Enfumeray qui a été très très importante avec Pascal Larue et tous les gens avec qui on a travaillé, mais j'ai fait 2 ans d'atelier ici avec Didier Gabelli, qui est parti après à Paris, qui a créé le groupe Chang, d'où sont issus des metteurs en scène comme Jean-François Sivadier, Clémenceau d'ailleurs, et Jean-François, Yann-Joël Collin, et Catherine Boguet, qui était aussi une Sartoise, comédienne, Alexandra Cicluna, enfin j'en oublie plein bien sûr, tout ce groupe qui a marqué le théâtre français dans les années 90 et depuis. Et donc j'ai été un peu baigné là-dedans. Mais donc c'est Nadia qui te donne c'est quoi cette rencontre ? Parce que on se rencontre et on rencontre en même temps une soirée dans un café un jeune homme qui nous donne ce bouquin en me disant, il me dit oh là là, ça je viens de lire ça, c'est formidable. Donc L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Et mais c'est fou cette histoire. Donc c'est-à-dire que ce jeune homme vous ne le connaissez pas ? Bah si, on le connaissait un peu, mais c'était une relation de bistrot. Hein. Oui, mais il a suivi la création après. C'était Gérard Gourmel, il s'appelle. Et c'était quelqu'un de très engagé, je dirais, dans l'art, dans la littérature, dans la musique, beaucoup. Il a créé un festival à un moment ici au Mans, qui était très bien. Mais un grand lecteur. Et il me dit, tu devrais lire ça et tout. Et puis avec Nadia, on voulait faire un truc tous les deux, parce elle avait participé au spectacle de Pascal Larue à l'Enfumeray. Moi, j'avais quitté l'Enfumeray à ce moment-là. Il y a eu une bifurcation à un moment. Et donc je lis ça et je dis à Nadia le lit aussi, et on discutait beaucoup de littérature allemande, du romantisme allemand, on était un peu fascinés par Heine, par des gens comme ça et tout, et la poésie allemande du 19e, et par Rilke, enfin bon bref.
Bon, ce bouquin n'a si à voir avec ça, parce que c'est un petit roman très court. Surtout que j'ai découvert plus tard qu'en fait, il a écrit deux faces. C'est-à-dire, il y a la partie qui est écrite par le juif, et après, il y a l'autre livre qui est écrit par l'allemand. Ouais, je crois que c'est voilà. ça. Tout, mais Fred Ullman raconte, c'est l'ami retrouvé, je crois que c'est à la première personne. Ouais, c'est à la première personne. En style de, je sais plus. Enfin, Et c'est l'histoire d'un petit garçon, d'un adolescent, 14, 15 ans, qui rencontre un aristocrate à Stuttgart, une ville historique importante et tout ça. Et il devient très très ami au lycée avec ce garçon. Et une amitié très fusionnelle entre les deux naît, très spirituelle aussi, intellectuelle je dirais plutôt. Ils lisent les mêmes trucs, ils sont passionnés de littérature. Et dans mon souvenir, une amitié très forte naît il le voit apparaître, la classe, il arrive en plein dans un cours, je crois. Ouais, il arrive au milieu d'un cours, ouais. Et c'est loin, je ne sais pas si je me rappelle de tout, mais oui, c'est ça. Il est impressionné. Il est très beau, ouais. C'est l'arien type. Je ne me rappelle plus de son prénom dans le spectacle. Bon, bref. Et lui, ce petit garçon juif, ce jeune adolescent juif, ils se rencontrent beaucoup, ils sont invités chez les uns, chez les autres. Lui est adopté par la famille de... Ah, ça va me revenir, bon zut, pas grave. Et jusqu'au moment où le nazisme arrive, ça se passe dans les années 30, et où il se rend compte que l'amitié formidable qui existe entre eux s'arrête net le jour où il découvre qu'en fait le jeune homme est aux jeunesses hitlérienne et militant nazi. Enfin, sa famille en tout cas, et voilà. On apprend à la fin que, en fait... il y a un monument... Konrad, voilà, ouais, Konrad s'appelle. Le jeune nazi. Et qu'en fait, il a fait partie du complot contre Hitler, le Stauffenberg, qui n'a pas fonctionné. Qui n'a pas fonctionné et tout ça, quoi. Ouais. Alors donc ça c'est le texte, mais sur scène on nous présentait un peintre, et c'est ça qui était génial, enfin en tout cas qui était peut-être une idée toute simple, mais qui était pertinente, et c'était un modèle, une femme qui est le modèle, quoi, et qui pose. Ouais. C'est toujours compliqué de monter un spectacle, un seul en scène, avec un texte. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il y a plein de gens qui le font, et très bien, et c'est très passionnant. Mais on se pose toujours la question d'adapter un texte. Parce qu'on n'a pas monté le texte en entier. On l'a un peu coupé, mais on l'a pas trafiqué. On l'a pas modifié. Et on se pose toujours la question de où est la théâtralité là-dedans. Quel est l'intérêt, puisque le livre existe C'est toujours un grand débat d'ailleurs dans le théâtre. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que François Ozon monte L'étranger de Camus ou pas? Enfin, il y a toujours des débats là-dessus. Donc, mais en tout cas, au théâtre, quand on monte quand on fabrique un spectacle théâtral à partir d'une œuvre littéraire, la question se pose toujours à un moment de dire où est la théâtralité là-dedans. Bon, là, il y a une adresse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle à la première personne et qui raconte, donc ça détermine Mais avec Nadia, on avait envie d'aller aussi pour des raisons, artistiques, de dire toute cette histoire d'amitié, elle naît aussi dans une atmosphère, dans un bain familial très cultivé, très imprégné de culture allemande. Donc on est allé voir aussi la peinture, toute la peinture et puis tout le courant artistique de post-Première Guerre mondiale, au moment de l'arrivée du nazisme en fait, le Bauhaus,
l'expressionnisme, tout ça. Et du coup, cette idée de la peinture est devenue assez présente. Ça et l'opéra, puisque tout l'accompagnement musical était un opéra, un des seuls opéras romantiques avec Fidelio qui existe, qui s'appelle le Freischütz de Weber, et qui nous a fascinés et qu'on a utilisé comme support sonore. Donc ça, et l'idée de faire de l'homme qui raconte, qui est donc devenu adulte, quel âge j'avais à l'époque, 8, j'avais 30 ans, quoi. Ouais. Et qui raconte son histoire à un modèle qu'il est en train de peindre. Voilà. Ça s'est venu comme ça. Il y avait une belle osmose entre vous deux, parce que c'est quand même pas rien de dire, c'était juste une jeune élève, Ouais. il y a quand même 10 ans de différence, d'écart, Ouais. et ça fonctionnait merveilleusement bien au niveau de la sensibilité, en tout cas au niveau de l'émotion. C'est un super souvenir, des ondes super rencontre. qui partaient de toi jusqu'à elle, au niveau de comment, enfin dire un texte c'est pas le problème, mais c'est surtout au niveau de la tonalité qui était assez... Enfin, en Parce tout cas, qu'elle disait rien, elle parlait pas. Hein. Très peu, elle a parlé comme un petit peu quand même. Elle lisait un texte. Ah, elle lisait un texte. Ouais. Ouais. Mais Nadia, c'est devenu quelqu'un d'important dans le paysage théâtral français. Hein, les deux. Elle a continué à bosser avec Didier Gabili longtemps, très très longtemps. Et puis après avec Sivadier, avec Jean-François Sivadier, elle a joué dans une bonne partie des spectacles de Jean-François et tout. Ouais. On va pas avoir le temps de... Elle a joué avec le Radeau aussi. Le Radeau. On va pas avoir le temps de parler de tous les spectacles, mais on va en parler d'un autre, parce qu'on va parler aussi d'un comédien que moi j'ai découvert, puisque quand j'ai vu l'ami retrouvé, j'étais comme un jeune qui voulait jouer du Jimi Hendrix, et j'avais été te voir. Il y avait un petit bar toujours certainement. Voilà, et j'attendais moi comme un fan là. Et, oui, mais et je te demandais si tu donnais des cours de théâtre, et tu m'as dit non, je donne pas de cours de théâtre privé. Mais par contre, à la fac, comment il y a du théâtre, quoi. Avec Jacques Gouin. Donc je suppose alors justement, Jacques Gouin. Voilà. Et à cette époque-là, encore une fois, ma mobilette, et j'étais donc à la fac, et avec les élèves de la faculté, vous étiez en train de monter Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht, qui passe d'ailleurs au théâtre là, dans des Quinconces, bientôt. Dans quelques mois. Voilà. Et donc du coup, je découvrais aussi Jacques avec Gouin. Jacques, c'est un atelier qu'on a créé à l'université par l'intermédiaire du Crous au départ. C'est le Crous qui s'occupe des cités universitaires. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur, et ça a été pris en charge par l'université après. Mais oui, moi je me suis occupé de cet atelier jusqu'à il y a 4-5 ans en fait. Donc ça devait être début des années 80, enfin à fin des années 80 plutôt, 89. Ouais, c'est 80, donc 89, 90, après il y a eu Trois Mousquetaires, mais je crois que tu avais laissé l'affaire. C'est moins présent, c'est Jacques qui a continué après. Jacques a continué tout seul, et après on s'est relayé, mais moi je revenais régulièrement animer cet atelier. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, si on parle de Jacques, c'est qu'après quelques temps... C'était un compagnon de route de l'Enfumeray, d'ailleurs, aussi. Et donc, justement, si on parle de lui, c'est parce que, après, moi, je suivais les spectacles, et encore une fois, étant jeune spectateur, découvrir des formes qui sont des fois un peu radicales. Et si on peut parler, par exemple, d'un spectacle de Michel de Guérode, de Gelderode, qui s'appelait auteur belge, le titre de Escurial. On jouait tous les deux. Ouais, parce que j'avais la voix de Jacques qui disait « La reine est morte, disiez-vous ». Et c'était les derniers mots du texte. Effectivement. Une fois qu'il m'avait tué, étranglé. Il pratiquait des choses... Alors, c'est un spectacle de bouffon en fait, de bouffon tragique. C'est très cruel, très violent, et c'est un spectacle qu'on a fait plutôt mais qu'on a joué en salle beaucoup. D'ailleurs, Didier Gabili nous avait aidé à un moment à reprendre le spectacle, je me souviens, même c'était mis en scène par Pascal Larue à l'Enfumeray. Et on l'a joué, je me souviens, un super souvenir avec Jacques sur le parvis de la cathédrale, qui est juste à ma gauche là. Et avec 800 personnes devant nous, c'était un grand souvenir. Ouais, c'était une pièce un peu folle, ouais. Mais ce qui est extraordinaire, tu vois, tu viens de dire ça, Pierre, c'est-à-dire il y avait 800 personnes. Ce qui est extraordinaire, c'est
il y aurait un autre monde qui serait forcément possible, c'est-à-dire au niveau de cette médiocrité qu'on propose aux grande majorité à des gens qui regardent la télévision, si on laissait sortir, parce que là les gens étaient 800 personnes pour un texte qui n'était pas forcément facile, avec des actions qui n'étaient pas du meilleur goût, on va dire, mais en tout cas il y avait une vérité, une sincérité, et puis les gens étaient conquis, donc il y a un autre monde qui est possible, donc faire sortir aussi les textes, puisque encore une fois on peut monter du Fedo et c'est très bien écrit et on peut le monter, c'est formidable, mais aussi tout ce parcours de vie que tu as fait, de faire confiance à ton instinct, et puis de dire ça peut toucher aussi les gens. Moi je suis convaincu que tout le monde peut tout voir en fait, et chacun peut prendre ce qui se produit là où il en est dans sa vie, et puis voilà. Après, il y a des textes qui sont facilement accessibles et d'autres beaucoup moins, ça peut être compliqué. Mais bon, moi j'ai toujours cru que je me suis toujours défendu de la démagogie, de dire il faut adapter l'exigence et la qualité des textes, par exemple, ou des formes théâtrales, artistiques en général. Il faut rester sincère et exigeant là-dessus. Et les gens viennent, bah oui, Escurial, Michel de Golderode, c'était pas des intellos qui étaient là, c'était les gens du Mans, hein. Enfin, il y en a, il y a de tout. Bon, bref, mais c'était tout le monde. Bon, ben ça passe, hein. Ça avait même fait un beau succès. Et donc j'ai toujours milité pour ça. D'ailleurs, dans ma carrière, puisqu'après je suis devenu metteur en scène et directeur de compagnie, avec mon compagnon de route de théâtre et de vie aussi, Didier Bardou, on a créé une compagnie avec Jacques aussi un peu, qui travaillait avec nous au début, où on est allé s'installer à la campagne à Bouloir. On a ouvert un théâtre avec l'aide de la ville, le théâtre Épidore de Bouloir, etc. Ouais, on va finir avec ça. Mais ça, c'est ma deuxième vie. On va revenir au champ avant de prendre un bus ou un train pour aller à Bouloir. Mais moi, justement, je me souviens, donc c'était le Marin et la Rose. Ouais. Voilà, donc tu parlais du plaisir du chant. Là, alors, parlons plaisir du chant et puis aussi regard des parents sur un enfant qui devient un comédien, qui chante et qui rejoue plus ou moins ce qui se passait dans la cuisine. Mes parents, après avoir financé mes études, parce que c'était pas gratuit, d'une école de commerce, ça leur a fait bizarre quand j'ai travaillé 2 ans au Mutuel, et quand je leur ai dit j'arrête, je fais du théâtre, ils ont fait un peu glurpin quand même. Mais ils m'ont pas. De toute façon, j'étais autonome et libre de mes décisions. Et je peux pas dire que ils m'ont ni soutenu ni fait la morale, rien. Ils ont dit bon, d'accord. Quand j'ai eu 30 ans, ma mère m'a dit bon, quand est-ce que tu commences à travailler vraiment ? Ça faisait déjà 6 ans que je faisais que du théâtre, donc c'était mon métier. Donc je lui ai dit mais maman, t'as pas encore compris que ça allait durer tout le temps ? Bon, d'accord et tout ça. Et après, ils m'ont toujours soutenu et je pense, parce que ils sont décédés maintenant tous les deux, mais j'ai retrouvé en rangeant les affaires des catalogues entiers d'articles de presse, de photos de spectacles et de machin. Donc je pense qu'ils étaient très, très fiers de moi. Ouais. Est-ce que tu as le souvenir justement de tes parents qui sont venus voir Marin et la Rose ? Ah bah ouais, ils venaient tout voir. Mais pas particulièrement celui-ci, puisqu'on parlait de chant au début de cet entretien. Ouais, ils sont venus voir le Marin et la Rose et ils sont venus plusieurs fois parce qu'ils aimaient beaucoup ce spectacle, mais ça a eu un grand succès ce spectacle. C'était assez original, hein. C'était un mélange d'air d'opéra et de chansons réalistes. Un mauvais garçon qui rencontre un jeune aristocrate. C'est marrant parce qu'il y a un parallèle avec l'ami retrouvé. Mais on a bâti... Est-ce qu'il y a un côté un peu Jean Genet dans tout ça ? Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ouais, on peut dire ça. C'était pas affirmé, ni annoncé, ni rien, mais on peut dire ça. Et il y avait une pianiste et un violoniste avec nous. Mais j'en ai fait d'autres après des spectacles de ce type-là. Avec ce même collègue, Michel, qui lui aussi malheureusement est décédé depuis, mais qui était prof de musique, musicien, chanteur lyrique professionnel. Donc... il y avait des chansons dans le spectacle que mes parents m'avaient apprises, oui. Et donc ils étaient assez fiers de ça, effectivement. Je crois qu'ils aimaient bien venir. Toute la famille est venue, ma grand-mère elle venait aussi, c'était drôle.
Ma grand-mère, elle a m'y retrouvée. Le jour de la dernière, elle a fait un malaise. Elle a été obligée de la transporter à l'hôpital. Elle a fait une crise cardiaque. Et au moment où je mourais, où je racontais que... Qu'est-ce qu'il y avait à la fin? Assassiné. En fait, ouais. Il y avait des noms qui étaient que disait Nadia, Voilà, par rapport au monument aux morts et par rapport à ceux qui avaient participé à cet attentat, donc qui avaient échoué. Et il y avait eu des gens qui avaient contribué pour créer un monument avec la liste de ceux qui avaient participé. Voilà. Et elle disait les noms et on entendait assassiné, nanana, et on arrive jusqu'au dernier, forcément. Ouais, voilà. Conrad, je sais plus quoi et tout. Quoi. Et ben voilà. Bon. Et donc Le Marin à la Rose, c'était un spectacle sous l'égide de la compagnie que j'ai créée avec Didier. C'est NBA, c'est ça? Spectacle, ouais. voilà. NBA pour dire quoi, NBA? Oh, c'était une blague parce qu'on n'avait pas trouvé de nom à notre compagnie. Ça fait basket. Et bah oui, mais ça nous a amusé au début, puis après on a traîné ça un peu. Bon, à boulet non, parce que on a pris ça un peu à l'humour, quoi. Mais ouais, ça fait un peu NBA, quoi. Ça veut dire nos bons amis. Nos bons amis, d'accord. On est juste devant le théâtre. Là, il y a quelques années, tu avais monté une œuvre gigantesque. C'était tiré d'un auteur russe. Suédois. Gösta Berling. Voilà. Il y a Didier, mon collègue de NBA Spectacle, et qui fait son marché. Ouais. C'est par hasard. Et donc, en tant que metteur en scène, pour moi le théâtre c'est les aventures avec des équipes de 8, 10, parce qu'il y avait du chant là. C'est pas que ça. Il y avait du chant aussi dans ce spectacle. Ouais, mais dans tous les spectacles que j'ai fait, ça chantait un peu, il y avait des musiciens sur scène, il y avait de la danse aussi, parce que j'ai aussi fait un moment de la danse contemporaine. Avec Marie L'Enfant, est-ce que c'est un lien avec Non, Marie? pas avec Marie. Marie, on se connaît bien, on a fait un truc ensemble, un projet avec des jeunes en 84, un opéra rock. Elle participait aussi, on était intervenants là-dedans tous les deux. Et on se connaît très bien. Non, pas avec Marie. J'ai bossé avec une chorégraphe qui s'appelait Agnès Coanet. Enfin bon. Et un peu au hasard des propositions comme ça. J'ai beaucoup travaillé le mouvement en fait. Mais diriger un spectacle où je me souviens, il y avait quoi, 13 comédiens. 13 comédiens, oui. Ouais, Là, la légende de Gösta Berling. Gösta Berling, ça s'appelait. Gösta, ça s'écrit. Je prononce à la suédoise parce que j'avais un prof de suédois je parle pas le suédois, mais je m'étais. Enfin, bref. Il m'avait dit, on dit Gösta et pas Gosta. Donc, mais le bouquin est très connu. Hein, c'est un bouquin de Selma Lagerlöf, la première femme prix Nobel de littérature, celle qu'a écrit Nils Holgersson. Et c'est une épopée que j'avais adaptée. Alors là, j'ai fait l'adaptation pour le théâtre. C'était pas du tout théâtral. Et avec 13 comédiens. Ouais. Mais donc pas théâtral, donc c'est-à-dire c'est un roman comme L'Ami retrouvé, en fait, c'est ça? Ouais, c'est un roman littéraire, épique, une œuvre littéraire, très morale et tout. Enfin bon, je dis ça en souriant parce qu'on m'a pas reproché, mais on m'a dit mais pourquoi? C'est très... En fait, là, ça pose la question de comment on se comporte dans la vie, quoi. Donc forcément, les questions morales, elles arrivent à un moment où quand on a un tel projet comme ça, qui est une aventure de fin du monde, je veux dire, ça prend on se l'accapare comment? Parce que je veux dire, ça doit assaillir même la nuit. On y consacre toute sa vie, 24 heures sur 24, pendant 3 ou 4 ans. Ouais. Déjà, faire l'adaptation, ça m'a pris 2 ans, et trouver la distribution et surtout trouver les financements pour pouvoir payer tout le monde. Ce qu'on a fait, on a réussi. On l'a joué ici au théâtre municipal, effectivement, une semaine. Mais on l'a créé à Bouloir dans notre théâtre. Alors justement, on va parce que Didier est passé avec son poireau là, on l'a fait avec son panier. On va arriver à Bouloir. Ce désir de quitter Le Mans, et quelle opportunité arrive pour se dire où il n'y a rien, dans un endroit où vit combien, 2000 âmes 2000. Ouais, c'est ça. On va allez hop, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on crée un théâtre. Il y a un beau Alors, il y avait un théâtre, terrain favorable, ça s'est pas fait comme ça, on n'a pas mis le doigt sur la carte en disant c'est Bouloir. On travaillait déjà à Bouloir, c'est moi le premier d'ailleurs, qui suis allé. Il y avait un maire, son nom. Raymond Douillère, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été élu député, médecin de campagne, élu député en 81, socialiste, dans la vague Mitterrand. Et qui lui était déjà à l'époque, depuis longtemps, convaincu, c'était un jeune homme à l'époque, il avait 30 balais, était convaincu du besoin pour maintenir une vie en milieu rural de la culture.
Et il consacrait des moyens de la commune à ça. Et il avait notamment créé un festival et une troupe amateur. Une troupe amateur, mais il disait je vous donne de l'argent pour que vous embauchiez un metteur en scène professionnel pour monter votre spectacle. Parce que ça fait 2 ans que vous faites ça vous-même et c'est pas terrible. Et donc, il a financé ça. La mairie a financé un salaire pendant 1 an, à plein temps évidemment, mais et j'y suis allé. J'ai monté Knock avec eux, de Jules Romain. Et petit à petit, j'ai continué, ça m'a beaucoup plu. Juste une petite pause là en fait. Est-ce qu'il y a eu des figures, on va revenir tout de suite dessus, mais tu parles de Knock, je suis obligé de parler d'Ouy Jouvet. Est-ce qu'il y a des figures dans le théâtre, dans le cinéma qui t'ont accompagné adolescent, enfant ou même au niveau de l'adulte? Tu avais des admirations? Ça se passait comment avant qu'on retourne à Bouloir là? Ouais, moi j'ai eu au début beaucoup d'admiration pour des gens comme Ariane Mouchkine, Peter Brook, c'est plutôt des metteurs en scène, des metteurs en scène. Peter Brook beaucoup au début, Ariane Mouchkine aussi, voilà, et puis après Vitesse, Chéreau, tout ça, ouais, c'est des gens. Vitesse beaucoup, voilà. J'ai vu le soulier de satin en 87 dans la cour d'honneur, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Alors on retourne à Bouloir. Eh ben à Bouloir, petit à petit, on s'est beaucoup investi dans la vie culturelle de la commune et on s'est occupé du festival qui était important en juillet, qui durait 1 semaine avec des personnalités artistiques qui venaient. Ça avait de la gueule un peu et tout. On a fait venir Royal Deluxe à Bouloir quand même. Ce qui n'est pas rien. Ouais, non, c'était pas rien. Bon, il a fallu un peu que le maire qui était député à l'époque intervienne pour trouver des moyens et de l'argent pour payer le montant du cachet. Mais ouais, on l'a fait quand même. C'est pas nous, c'est aussi lui, c'est la mairie. Mais à un moment, le maire a dit on construit un théâtre. Il voulait retaper un ancien couvent, un ancien hospice qui était devenu IME et qui était désaffecté. La commune a racheté et on a construit un théâtre qui a ouvert en 2001. On a trouvé des moyens et la compagnie NBA, qui était déjà à Bouloir depuis 10 ans, installée complètement. On avait des bureaux à la mairie, tout ça et tout, et on travaillait là-bas. Et on a occupé ce théâtre. Ça a été une aventure formidable de dizaines d'années. Le théâtre existe toujours, le théâtre Épidore de Bouloir. Combien de places dans ce théâtre-là? 200. 200, ce qui est beaucoup, hein? Ouais, mais on avait une programmation, on avait des moyens pour... on faisait venir des compagnies de la région et d'ailleurs, et on avait du monde. On avait C'est la question que je vais te poser, parce que on le avait public... un taux d'occupation 70-80% quand même, 80%. Ce qui est extraordinaire. Avec un public, on faisait des statistiques précises, on demandait à tous les spectateurs qui venaient où ils habitaient. Et où il y avait un tiers qui venait de la communauté de communes, 8 communes rurales autour de Bouloir, un tiers quand même, un tiers qui venait du Perche chartois, c'est-à-dire du nord-est du département, qui est aussi une entité administrative, le pays du pays du Perche chartois, donc 2 tiers local, le public local, et un tiers qui venait d'ailleurs, dont Le Mans. Voilà. Et donc et puis pour des raisons de lassitude et surtout des raisons politiques, on va dire, parce qu'il y a eu un nouveau maire aux élections de 2008 qui a bâti toute sa campagne contre le théâtre en fait. Voilà. Bon, et il a été élu à quelques voix près d'ailleurs. Et après, une fois qu'il a été élu, les relations étaient plutôt correctes. Mais il nous a très vite fait comprendre qu'il n'en avait rien à faire et que ça ne l'intéressait pas. Bon. Ça coïncidait à un moment aussi où il y avait une baisse de moyens de la région Pays de la Loire. Bon, donc on a dit, allez, on s'en va. C'était fin de l'aventure. C'est quoi le dernier spectacle? C'est toi qui l'as monté tout seul ou avec Didier vous avez... C'est quoi ce dernier geste à Bouloir? Parce qu'on a continué à bosser pendant encore 15 ans après, mais non, 12. Le dernier, c'était un texte d'Anok Levin, un auteur israélien, une pièce qui s'appelait Une laborieuse entreprise. Une laborieuse entreprise, qui est une comédie, une franche comédie,
assez acide et caustique, mais c'est une gigantesque scène de ménage qui dure 1h15. Un couple, au bout de 30 années, qui se déchire. Lui, il décide de partir, elle veut pas, puis finalement le fout dehors. Enfin bon, c'est très drôle. Et c'est la dernière pièce qu'on a montée à Bouloir. Est-ce qu'on est à la retraite un jour? Ah oui, moi Pierre, je suis à la retraite maintenant. Définitivement, c'est-à-dire Ouais. plus de projet là? Non. Vraiment quoi? Ouais. Plus de désir ou bon, c'est fini maintenant? Je me pose pas la question du désir. Je pense que si, du désir, il y en a toujours. Quand je vais au spectacle, j'y vais beaucoup, hein, évidemment. Et je vois 80 spectacles par an quand même de théâtre. Spectateur. Ouais, ou de danse, enfin, spectacle vivant en tant que spectateur. Bon, le théâtre, je me dis, ah ouais, bon, ça me chatouille un peu, mais j'ai pas d'aigreur ni de regret et tout ça et tout. Non, il y a un moment où j'ai décidé d'arrêter. J'avais l'âge requis pour faire valoir mes droits à la retraite. Et puis j'ai trouvé que c'était le moment. Ça a coïncidé avec le Covid, qui a quand même été un énorme traumatisme pour tout le monde, mais pour le théâtre aussi, et beaucoup. Tous les théâtres fermés, etc. Ça a été très compliqué. Et j'ai eu des problèmes de santé, voilà, importants. Et du coup, je dis bon, bah, c'est le moment, on arrête. Et j'avais aussi quand même l'idée et l'envie de dire place aux jeunes, et il faut qu'on s'en aille, nous, les vieux croutons. C'est bon, quoi. Ça n'empêche pas de faire des trucs. J'ai été sollicité par deux jeunes chanteurs qui voulaient mettre en scène leur spectacle, qui font de la chanson, de la chanson à texte, on va dire, et qu'ils écrivent eux-mêmes. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Lise, c'est une ancienne élève. Tu peux du dire lycée leur Bellevue. nom peut-être Bretel et Garance, oui, je peux dire leur nom. Hein. Bretel et Garance, ils sont vraiment des gens qui font un travail très original, abouti et qui me plaît beaucoup. J'avais été les voir et je dis ça me plaît beaucoup ce que vous faites. Ils me disent bon, bah, on cherche un metteur en scène, tu veux pas venir? J'ai dit bah ok, contrairement à mes principes de retraité, mais donc j'ai un peu travaillé avec eux. Ouais, et ça, bah, c'est super. C'était il y a combien de temps ça? Il y a 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Il y a une question que je pose tout le temps en fin d'émission. C'est une phrase qui est tirée d'un film d'un réalisateur polonais qui s'appelle Andrzej Żuławski, qui a fait L'important c'est d'aimer, ouais. Possession. Et ce film s'appelle La Ouais, Note Schneider, bleue. ouais. C'est tiré donc de La Note bleue. Et puis c'est le dernier jour entre Frédéric Chopin et George Sand. Ils vont se quitter. Et à un moment dans le film, George Sand dit « Quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal, et que je comprends plus rien à rien. » Toi, Pierre, quand tu as été traversé par des moments comme ça dans ta vie, comment tu as traversé justement ces moments? En étant soutenu par... j'ai toujours travaillé en équipe avec Didier, parce qu'on était on était même 3 co-directeurs de la compagnie, où il y en a eu des moments comme ça, des moments où tout est difficile, où on ne voit pas le vide, hein, comme tu dis. Quand on est plusieurs, il y en a toujours un qui arrive à dire allez, on continue. Et puis la force de l'équipe, la force du travail d'équipe, ça permet toujours de sortir des moments compliqués, des moments de gouffre voilà. Donc comme ça. Bon, avant de se quitter, est-ce qu'il y aurait un petit air de chanson là que tu pourrais nous offrir? Voilà. Là. Tu veux que je chante là? Pourquoi pas? Il y a des années que je n'ai pas chanté en public. Elle avait sous sa toque de martre, à la butte Montmartre, un petit air innocent. Elle s'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Bon, super, c'était quoi? Ça, une chanson qui s'appelle Rue Saint-Vincent, une chanson de Bruant, Aristide Bruant. Bon, bah formidable. Voilà. Bon, bah merci beaucoup Pierre, et puis merci beaucoup pour
pour avoir moi ouvert ma tête mille feux, comme dirait écoute, tant mieux. David Lynch. J'imagine que ce travail de joie personnelle à toi, et je pense que tu as dû rencontrer, on n'a pas eu le temps de parler effectivement, enfin on a parlé aussi des cours que tu donnais, tout ça, mais en tout cas c'est cette manière d'accompagner le monde, la transmission, et puis tous les êtres humains qui peuvent voyager là, grâce au théâtre, différentes formes d'art bien évidemment, mais en tout cas voilà, donc moi je te dois beaucoup dans ma vie, et je suis très heureux qu'on ait passé du temps ce matin, et que tu sois encore là, et que c'est être aussi vivant, c'est aussi parler par exemple comme quelqu'un comme Nadia qui a disparu, mais qui était avec nous ce matin complètement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Il y avait une fois une rose et un marin. Et le marin était à Formose, la rose était à Dublin. Jamais au monde ils ne se virent, ils étaient beaucoup trop loin. Lui ne quittait pas son navire, elle quittait pas son jardin. Au-dessus de la rose sage, des oiseaux passaient tout le temps, et puis aussi des nuages, des soleils et des printemps. Au-dessus du marin volage, des rêves étaient tout pareils aux oiseaux et aux nuages, au printemps et au soleil. Le marin périt en septembre, et la rose le même jour vint se flétrir dans la chambre d'une fille en mal d'amour. Jamais personne ne suppose qu'il y ait le moindre lien entre le marin de Formose et la rose de Dublin. Et seul un doigt sur la bouche, un ange beau comme un éclair jette, quand le soleil se couche, des pétales sur la mer. Vous avez pu entendre Franz Schubert avec Winter Eyes, le voyage d'hiver, et puis les deux choix de notre invité qui étaient Summer Rebellion, 1/16 Leons of Second South, et puis Colette Renard, Le marin et la rose. Que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir, et remercie ceux qui ont participé à cette émission pour la créer. Eh bien, l'entretien, c'était Fabien Eck. Le prise de son, c'était Melville Eck-Belay. Musique, Adrien Desarrojo. Création visuelle, Stéphane Perrault. Photo visuelle, Philippe Lévy. Que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt.